Bonsoir à tous et bienvenue dans Polygone. À quelques jours seulement de la fin du Tour de France et en pleine semaine européenne de la mobilité, on ne pouvait pas faire autrement que de consacrer cette émission au vélo. Et oui, depuis la crise sanitaire, beaucoup se sont mis à faire du vélo. Les chiffres d'affaires des vendeurs ont explosé. Que ce soit pour s'aérer la tête occasionnellement ou pour les trajets quotidiens, le vélo a réussi à s'imposer un peu plus dans notre quotidien. Qui sont ces nouveaux adeptes de la bicyclette? Est-ce un effet de mode ou un transport d'avenir? Que font nos territoires pour inciter cette pratique? Comment rouler en sécurité ou encore quels sont ses bienfaits sur notre santé? Ce sont des questions qu'on va aborder dans cette émission pour la prochaine heure avec mes invités. Gaston Meyer, vice-président de la Casque en charge des pistes cyclables. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Annick Berner, directrice de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Nous recevons également Jean-Pierre Béaxetegui. Alors vous êtes ingénieur mobilité durable au sein de l'ADEME Grand Est, l'agence de l'environnement et de la maîtrise écologique. Bienvenue. Merci. Bonjour. Et enfin Thierry Christ, membre du Sprinter Club de Sarreguemines, et évidemment passionné de cyclisme. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous recevrons également plus tard sur ce plateau une intervention de Francis Hoffman, membre du conseil de développement de l'arrondissement Sarreguemines Beach. Voilà, donc j'aimerais qu'on commence cette émission par une question générale. Depuis la période de confinement, la malheureuse période de confinement, on a vu évoluer considérablement la pratique du vélo dans toute la France. Première question, comment vous analysez cette évolution? Alors je vais peut-être poser la question à monsieur Béaxetegui. Vous êtes un peu spécialiste en la matière. Alors, en effet, le confinement, le post-confinement a amené une fréquentation utilisation plus fréquente du vélo, donc de l'ordre de 30%. Moi, ce que je fais, je le compare un peu à l'époque où il y a eu l'augmentation du prix du pétrole, quand le baril du pétrole était à $140. Je me rappelle qu'au niveau des TER, la fréquentation a augmenté. Après, le prix du pétrole avait baissé, mais la fréquentation n'avait pas baissé d'autant, et donc on avait franchi un palier, et donc plus de gens avaient utilisé les TER. Peut-être que là, on aura un peu le même phénomène, c'est-à-dire que les gens vont découvrir le vélo, on va dire certains, grâce entre guillemets, à cette période de confinement, et surtout le post-confinement, et peut-être que de fait, dans la durée, ça va certainement baisser un peu parce que peut-être des gens vont reprendre leur véhicule, mais je pense qu'un certain nombre de personnes de fait vont garder cette nouvelle habitude. Donc vous avez effectivement donné des données chiffrées, donc 30%, c'est quand même énorme. Une question pour tout le monde, est-ce que vous pratiquez le vélo au quotidien? Gaston Meyer? Au quotidien non, mais hebdomadairement oui. D'accord, donc vous êtes quand même un sportif confirmé. Oh, confirmé. Monsieur Béaxetegui, je crois que vous pratiquez aussi le vélo. Hein. Oui, donc tous les jours pour venir au travail. Annick Berner? Je le pratique aussi. Vous le pratiquez aussi? Thierry, évidemment, je ne vous pose pas la question. Pas si souvent que possible, mais voilà. On espère en faire un peu plus, mais ce n'est pas toujours possible. Oui. Alors, puisque vous êtes tous familiarisés avec cette pratique, j'ai une petite devinette pour commencer de culture générale. Est-ce que vous savez quand et où a été inventée la première bicyclette? C'est difficile. Je vais vous donner la réponse parce que c'est quand même assez difficile. Alors, où? En Allemagne. Et quand? Eh bien, en 1817, la Drésienne, comme il l'a appelée, a été inventée par Karl Drey. À l'époque, elle n'avait pas de pédale, alors on faisait aller avec les pieds, comme les enfants le font encore aujourd'hui. Depuis ce temps, l'engin a bien évolué et son histoire passionnante a poussé à la découverte de faits surprenants. En fouillant les archives, notre journaliste Jean Birkel a découvert que le Tour de France est passé plus d'une fois à Sarreguemines. On va regarder un extrait d'un long format réalisé en 2019 à l'occasion du palmarès sportif de la ville de Sarreguemines, 130 ans de cyclisme dans la ville faïencière. Sarreguemines est une ville de cyclisme. On peut le prétendre pour plusieurs raisons. D'abord, elle compte plusieurs clubs. Le Sprinter Club, qui s'est fait une place parmi l'élite. Le Cyclo Club, club de cyclotourisme, avec ses 2 sections, route et VTT. Enfin, il y a les Conti Bikes, association hébergée chez Continental Sarreguemines, qui totalise 43 membres et qui en 2019 a eu l'honneur d'accompagner la caravane du Tour lors de la présentation à Sarreguemines. Continental étant l'un des 5 partenaires majeurs. Un événement qui permit d'exhumer une archive extraordinaire. Cette photo montre le passage de la Grande Boucle en 1922 à Sarreguemines. Elle est prise à l'angle de la rue des Généraux Crémer et de la Chapelle le mercredi 19 juillet.
C'est manifestement la 3e fois que le Tour passe dans la ville, sur le tracé entre Strasbourg et Metz. Près d'un siècle plus tard, cette page d'histoire est affichée aux abords du Palais du Luxembourg à Paris et en vitrine de la mairie de Sarreguemines. Elle témoigne d'un fait marquant pour la ville. Le Tour de France est passé au moins 7 fois dans ses murs et rappelle en creux l'engouement d'une cité pour la petite reine. C'est à la fin du 19e siècle, le 19 juillet 1888, que fut fondé le premier club de la ville. Des hommes, issus des couches moyennes de la société, créent le Radfahrer Club. La première sortie, 10 jours plus tard, conduira les adeptes de ce nouveau sport jusqu'à Hombourg via Deux-Ponts, aller-retour. La portion entre Deux-Ponts et Sarreguemines, longue de 33 km, nécessitera 3 heures pour ces funambules du vélocipède sur des chemins à peine carrossables. En 1948, l'objectif est simple, sortir la ville du marasme économique causé par les conflits. Les commerçants s'y attellent en participant au premier Grand Prix sur une distance de 120 km. L'organisation est assurée par la pédale sarregueminoise. Mais l'événement sportif de l'année sera le passage du Tour de France le 22 juillet. En coulisses, les tractations pour financer et organiser l'arrivée de la caravane et des coureurs prendront plus de 2 mois. Le 24 juin, la collecte réalisée auprès des industries et des commerces s'élève à 27 000 francs. Elle sera versée par chèque postal au Tour de France équipe à Paris. Comme prévu, le passage à Sarreguemines attire une grande foule. De retour en 1953 pour le cinquantenaire, le Tour de France provoquera les mêmes questionnements et produira les mêmes effets, un succès populaire. Merci encore pour l'exceptionnel travail mené par Jean Birkel. Le reportage complet est à retrouver bien sûr sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Des réactions peut-être, je vous ai vu réagir un petit peu tous pendant le reportage. Thierry, le Tour de France est passé 7 fois à Sarreguemines, on en est sûr. Est-ce que Sarreguemines est résolument une ville de cyclisme ? Oui. Avec cette passage, on peut le confirmer. Ce qu'on espère, c'est un jour revoir passer le Tour de France et l'accueillir à Sarreguemines. Ce serait vraiment un bel événement. Le Tour de France est toujours comme vraiment un beau challenge sportif. On voit de beaux exercices de la part des sportifs et également donc, de beaux reportages pour le tourisme français, une belle vitrine de la France pour promouvoir le tourisme en France. Vous l'avez suivi, le Tour de France, il s'est terminé ce dimanche, peut-être un petit mot ? À maintes fois, oui déjà. Également, donc, lors d'un des derniers passages, j'étais très petit, je me souviens, c'était un jour où il pleuvait, et c'était la première fois que je voyais passer tous ces cyclistes, donc c'est resté gravé en ma mémoire, et qui m'a peut-être aussi donné envie ensuite. J'ai découvert le cyclisme par mon grand frère, donc aujourd'hui, cette continuité, voilà. Avoir ce même effet pour d'autres jeunes qui verront passer les sportifs, leur donner envie de pratiquer le cyclisme jusqu'au plus haut, on va dire, en tant que touriste ou au plus haut niveau. C'est une affaire de longue date, en tout cas pour vous, cette passion pour le cyclisme. On va parler du coup un petit peu du club dont vous faites partie, le Sprinter Club, qui est, vous me disiez juste avant l'émission, un des plus vieux clubs de cyclisme de France. Oui. Comment se porte ce club aujourd'hui ? Très bien. Donc, le cyclisme, on va dire, un peu souffert les dernières années. Il y a de moins en moins de licenciés, on va dire, en compétition. Je veux dire, il y a eu de la part de la fédération des actions qui ont été menées qui ont été contre-productives. Voilà, il faut aujourd'hui pas se satisfaire de cette situation, de dire voilà, ils ont fait des mauvaises choses, mais il faut plutôt reconstruire. On voit avec le post-Covid, beaucoup de gens se sont intéressés à la pratique du vélo et les gens ont envie de pratiquer le vélo, on va dire, pour le tourisme, pour le plaisir, mais également en compétition. Ça a été difficile pour vous cette période parce que votre saison elle a débuté finalement en plein confinement. Vous avez des compétitions qui ont été annulées, c'est ça ? Oui, donc les compétitions sur route commencent au mois de, on va dire fin février, début mars, donc avec le confinement en plein milieu dedans. Donc toutes ces courses ont été annulées. La saison a débuté donc début août et va se passer jusqu'au mois d'octobre, donc une période très courte de compétition de 2 mois. Donc les sportifs n'ont pas pu s'entraîner, on va dire, convenablement. Au début, il y avait des discussions par rapport au rayon, où est-ce qu'on pouvait aller, à combien de kilomètres. Donc ce rayon, on va dire au départ de 10 km, ne permettait pas, on va dire, de s'entraîner concrètement pour la pratique de compétition. Pour du loisir, oui, mais pas pour de la compétition. D'accord. Alors parmi vos manifestations les plus importantes, il y a le Grand Prix cycliste de la Casque, si je ne me trompe pas, que vous organisez depuis la 19e fois. Tout à fait. La dernière édition, c'était la semaine dernière. Oui. Nous y étions. Donc je vous propose de revoir les images tout de suite. C'est le grand jour pour les coureurs du Sprinter Club de Sarreguemines. En plus d'organiser cette 19e édition du Grand Prix cycliste de la Casque,
l'association participe à la course. 3 de ces coureurs font partie de l'épreuve Master Homme 1, Cyril Steyer, Daniel Jung et Yannick Stauder. Quelques boucles d'échauffement sont nécessaires avant le départ et après vérification du matériel, les cyclistes sont fin prêts. Pour Yannick, cette compétition va donner du fil à retordre. On va dire cette année elle est particulière suite au confinement, on va dire la préparation elle est différente des autres années et en plus c'est un championnat master donc niveau très très élevé donc on va essayer de bien finir. Une préparation chamboulée mais pour le coureur ce n'est pas la première course après le déconfinement. Il s'entraîne régulièrement avec des exercices et plus de 350 km par semaine. Il a d'ailleurs un objectif particulier. Je me suis fixé un objectif de kilomètres, on va dire pas forcément les courses. Je voulais atteindre 10 000 km parce que les années où je fais vraiment que de la compète, j'arrive à 8 000, 8 500. Et sinon, niveau course, comme dit, c'est juste pour me faire plaisir. Malgré la difficulté pour aujourd'hui, l'objectif est assez clair. Être victorieux à la fin, on va quand même essayer de vouloir gagner, mais je veux dire, voilà, on verra comment on se placera. Parce qu'il y a différents niveaux de catégories mélangés, on va dire, donc ça complique la chose. Et ces 8 tours de 9,7 km qui attendent nos coureurs, les Masters Femmes et Hommes 2 ont eu leur épreuve plus tôt dans la matinée avec uniquement 6 boucles. Ces 2 épreuves se déroulent dans le cadre du championnat Grand Est avec plus de 83 cyclistes. 38 coureurs participent au Master 1. Les cyclistes effectuent la fameuse boucle de la Blise, un passage à Sarreguemines rue Grafenthal et rue des Romains, pour ensuite traverser la vallée de la Blise par les communes de Blies-Schweyen et Blies-Garswiller. La course a été remportée par Julien Ledoun en 1h53 minutes et 36 secondes. Yannick, quant à lui, est premier du Sprinter Club de Sarreguemines à la 16e place avec 1h58 minutes et 26 secondes. Bravo à Yannick, donc, finalement qui est sorti gagnant de cette course. Thierry, peut-être un petit mot, cette course-là, elle est importante pour vous ? Oui, on va dire c'est toujours un très très beau parcours et on va dire un niveau qu'on propose. Donc on a 2 organisations dans l'année, on a donc le Grand Prix de la ville de Sarreguemines, 59e édition. D'accord. Donc également le Grand Prix de la Casque. Donc le Grand Prix de la Casque est maintenant plutôt destiné, on a une belle ascension sur le parcours donc aux grimpeurs. Et la deuxième épreuve, c'est un circuit plat en critérium. Donc on a les 2 formules, donc de quoi proposer, on va dire, pour nos différents sportifs, donc leur spécialité, 2 beaux parcours. Comment ça se passe l'entraînement pour ce genre de compétition ? Vous vous entraînez finalement toute l'année en intérieur, c'est ça ? On va dire pour la période, on va dire maintenant du confinement, on a dû avoir recours à d'autres solutions. Donc il y a des home trainers aujourd'hui, des solutions connectées. Donc les gens sont connectés avec un écran, ils peuvent voir évoluer avec d'autres sportifs qui sont également connectés, donc une course virtuelle. Et donc autrement, je veux dire, on plébiscite plus, on va dire la pratique en extérieur, qui est quand même plus appropriée. Et on va dire la simulation avec un home trainer reste proche de ce qu'on pratique à l'extérieur, mais il n'y a quand même rien de mieux que de pratiquer le vélo dans l'air libre, de voir tous ces beaux paysages. Et après, il y a des entraînements spécifiques. Donc il y a des séances, on va dire avec on va dire comme on va dire la course à pied, le fractionné, des choses comme ça, des exercices comme de tout puissance, sport, voilà, tout à fait. Voilà. Et voilà pour faire progresser. Et après, il y a un planning d'évolution, il y a des phases de repos. On planifie, on va dire, différents objectifs avec les sportifs tout au long de la saison. Et voilà, on essaie de faire au mieux pour que les sportifs soient au rendez-vous pour leurs objectifs annuels. Alors, en parlant d'objectifs, je sais que le club a évolué en première division nationale, oui. Donc le haut niveau finalement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus forcément l'objectif ? Non, je veux dire, on voulait relancer la machine et produire plus de coureurs du produit, on va dire, local. Le haut niveau demande énormément d'investissement humain, de bénévoles pour accompagner tous ces sportifs. On a été plus de 10 ans à ce niveau. Il était temps pour nous, on va dire, pas de nous reposer par rapport à ça, mais notre mission, on va dire, de former des sportifs, comme dit avant, du cru local. Donc on a justement un projet par rapport à cela. Donc on a un jeune retraité qui était longtemps au Sprinter Club Sarreguemines, qui rejoint de nouveau nos rangs. Donc je le citais, Hubert Wagner. Ouais. Donc il va lancer un projet avec des jeunes. Donc on va très prochainement, on va dire, lancer ce projet. Donc l'objectif est de proposer aux jeunes cyclistes sarguignois et environ donc de rejoindre notre groupe. Donc on a déjà aujourd'hui 7 jeunes qui ont répondu présent à ce projet. Donc, c'est prometteur. Voilà. On espère que ça va grandir et retrouver beaucoup de sportifs sargueminois. Donc certains voudront que faire du cyclisme en loisir, d'autres la compétition. Donc après chacun de s'y retrouver. D'accord.
Alors on va en reparler dans un instant. On va ouvrir un petit peu la thématique. On va parler de cyclisme en général. Pour qu'il y ait des cyclistes, il faut évidemment des pistes cyclables sur lesquelles se déplacer. On va parler de pistes cyclables, de qualité de la chaussée, de parking à vélo. Y a-t-il suffisamment de place finalement pour nos vélos dans les villes? Des questions auxquelles on va répondre tout de suite. En effet, sur le secteur de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, Monsieur Meyer, est-ce que le vélo et notamment les pistes cyclables sont un sujet au cœur des discussions? Ça fait depuis 2002 que ça a démarré et de 2002 à 2009, on a réussi à faire cette ossature, si vous voulez, parce qu'on voulait relier et les territoires voisins et avec l'Allemagne. Et donc avec la Sarre, on a mis 7 ans et on a réalisé ça, si vous voulez, dans cette période-là. De 2010 à 2017, on a relié aussi bien l'Alsace, le secteur de Forbach, le secteur de Frémin-Merlebach, le secteur des pays de l'Alpe et des lacs, et le Pitcherland aussi. Ce maillage, il est encore en cours de déploiement, c'est ça, c'est pas terminé? Voilà. L'idée était d'une part, c'est de faire de relier avec l'extérieur. Ce que j'ai cité tout à l'heure, Forbach, Merlebach et tout ça, et aussi de faire une interconnexion avec toutes les communes faisant partie de la Casque. D'accord. Aujourd'hui, on va parler justement de ces connexions entre les différentes pistes. Il y a énormément de pistes cyclables, c'est vrai, sur la communauté d'agglomération. Parfois, on se rend compte par contre qu'il y a des ruptures entre certaines pistes. Et ça m'amène à la première question d'un internaute qui nous a posé cette question. Je vais vous la lire. C'est Joël qui nous demande: en 2017, la Casque a réalisé une piste cyclable sur la commune de Lixin, mais il manque le maillon essentiel entre Lixin et Grosse-Biederstroff. Alors à quand la suite des travaux, Monsieur Meyer? C'était prévu, c'est toujours d'actualité, mais on l'aurait réalisé, on avait un tracé qui était prévu, sauf que là, il fallait que la commune acquiert des terrains et un particulier n'a pas voulu vendre, ce qui est tout à fait son droit. Et là, il a fallu trouver une autre solution qui est bien plus onéreuse aussi. Et de ce fait-là, on a parlé, on a réalisé d'autres, mais c'est vrai que c'est une liaison entre Lixin et Crosby qui manque encore. Ouais. Et qui sera faite. Mais qui est prévu. Qui est prévu. Oui. Alors, le deuxième souci qu'on peut se poser, alors moi j'entends souvent qu'il n'y a pas forcément de lien entre le territoire de Sarreguemines et du pays de Bitche. Est-ce qu'on peut se rendre à partir des communes de l'arrondissement de Sarreguemines jusqu'au pays de Bitche? Oui, en passant par Belfast, il n'y a aucun souci, il y a une liaison. D'accord. Oui, aucun souci. Après, j'avais vu le maire de Haron aussi, en allant vers Vitrin, mais enfin ça, c'est dans les projets. Mais d'abord, terminons ce pourquoi on avait voulu faire, c'est-à-dire les interconnexions entre les villages, et il reste à peu près, on va dire, c'est une période importante de 2010 à 2017, avec la Sarre et la communauté d'agglo de Forbach, Frémin-Merlebach, la communauté des communes, avec la communauté des communes de Sarre, de l'Alpe et des lacs, et la Casque, on a réalisé dans ce laps de temps 400 km. De pistes cyclables. Donc c'est un sujet finalement qui est au cœur des discussions. Absolument. De 2017, il y a la réunification avec, si vous voulez, la Casque et la communauté de l'Alpe et des lacs. La Casque avait 100 km de pistes et le pays de l'Alpe et des lacs avait 50 km. À ce jour, aujourd'hui, on est à 170 km. C'est suffisant ? Non, il nous reste 10 km pour relier maintenant encore certaines communes entre elles. C'est prévu, mais pour moi, il faut pouvoir le réaliser. Est-ce que les communes sont prêtes à ce changement? Parce que c'est une réalité, il va falloir transformer peut-être les villes dans 10, 20, 30 ans. Non, mais les communes attendent ces liaisons. Après, il y a d'autres liaisons qui peuvent être faites entre des communes, encore ce qu'on appelle des doublons, mais réalisons d'abord les premières liaisons. Jean-Pierre Béac-Sétégui, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pensez que les territoires ont tout intérêt à jouer la carte des pistes cyclables et à se développer en ce sens?
Tout à fait. En fait, il y a une demande forte de pratique du vélo et la première demande aussi qu'ont les gens, c'est d'avoir de la sécurité. Donc, l'utilisation des pistes cyclables et la création de pistes cyclables assure cette sécurité-là. Évidemment, il faut assurer une continuité, tout simplement. Je dirais que c'est un des premiers maillons, mais c'est un début de maillon, c'est-à-dire qu'on a les pistes, avec ça on commence à avoir la sécurité, mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à tout le système vélo qui va autour, c'est-à-dire que pour que les gens après pratiquent, il faut qu'il y ait des stationnements vélos aux bons endroits, par exemple près des commerces. Va dans un sens, il faut former les jeunes par des vélos-écoles, apprendre à réparer avec des ateliers de réparation vélo, éventuellement après en fonction des besoins, des services de location ou autre, pour qu'après la pratique vraiment s'étende. Mais c'est vraiment en fait un système et il faut l'animer aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi développer cette culture vélo qu'on n'a peut-être pas forcément en France, qu'on a dans d'autres pays comme en Allemagne ou aux Pays-Bas? Est-ce que finalement c'est pas toute une culture autour de la pratique du vélo qu'il faut développer chez les Français qui n'ont pas forcément ce réflexe de l'effort pour se déplacer? Je ne sais pas si on n'a pas la réflexe de l'effort, mais ce qui a fait aussi que, par exemple aux Pays-Bas, au Danemark, où c'est très développé le vélo, c'est aussi des pays où il n'y a pas de constructeur automobile. Donc ça a beaucoup joué dans l'évolution d'utilisation du vélo. On va parler de l'aspect tourisme du vélo qui finalement attire énormément de gens sur notre territoire, parce que c'est vrai qu'on parlait des pistes cyclables sur nos routes, mais du côté des voies vertes ou des chemins, par exemple le long de la Sarre, on est assez bien équipé. Annick Berner, est-ce que l'Office de tourisme de Sarreguemines souhaite se développer en ce sens, proposer de plus en plus de pratiquer le vélo aux touristes ? Évidemment, donc c'est déjà quelque chose qu'on travaille depuis de nombreuses années en concertation avec la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. On a effectivement cette chance, Monsieur Maire l'a bien dit, d'être relié quand même à 400 km. Il faut quand même se dire, on est sur un territoire transfrontalier, l'agglo 38 communes, mais c'est juste énorme pour notre territoire. Donc c'est une véritable chance, un potentiel développement énorme, parce que le vélo draine aussi beaucoup de retombées économiques sur un territoire. Quand on parle avec des hébergeurs, on s'aperçoit qu'il y a effectivement d'année en année beaucoup plus de cyclistes qui dorment aussi sur place, qui profitent justement de cette offre-là. Encore hier, j'ai pu entendre une conversation à l'accueil d'une visite d'une cyclotouriste qui est venue admirer le canal de la Sarre, qui est vraiment magnifique. Elle disait, oh mais c'est beau, mais c'est magnifique. On est une référence, était enchantée, Et c'est, oui, clairement. Le canal de la Sarre, c'est vraiment un moteur, c'est une locomotive pour le territoire. Et il mérite davantage encore être en lumière, montré vers l'extérieur. Je pense qu'il a potentiel de devenir comme le canal du Midi. Et c'est tout notre travail aussi au quotidien. On a eu de la chance aussi cet été d'avoir plusieurs retombées médias germanophones autour justement du canal de la Sarre, la pratique du vélo le long du canal. Et suite à ça, il y a les gens qui viennent et vraiment ça fait plaisir et c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps et qui est soutenu par l'État aussi. Donc il ne faut pas oublier que c'est vraiment quelque chose qui est non seulement aspect touristique, mais aussi développement durable, qui est très important dans le changement aussi complet de comportement, des usages. Justement, est-ce qu'on a les moyens de mesurer cette affluence-là à l'Office de tourisme? Est-ce que vous savez s'il y a une progression réelle? Oui, nous, au niveau des demandes, évidemment, on voit cette nette progression, surtout depuis l'après-confinement. Alors, les demandes, clairement, étaient les circuits à vélo et les circuits de randonnée, bien sûr aussi. Donc, tout ce qui se fait en plein air, les gens vraiment... beaucoup de locaux aussi qui redécouvrent leur territoire et là ça fait plaisir aussi que du coup ça veut dire aussi que les gens sont restés plus sur place mais ils ont vraiment pris ce parti d'aller à la découverte de leur territoire et ils l'ont aimé et ils ont fait ce retour aussi, donc ça fait très plaisir.
Thierry Christ, vous utilisez régulièrement ces pistes sur l'agglo ? Pas du tout, ça nous est fortement proscrit, puisque beaucoup de personnes n'ont pas connaissance, mais les pistes cyclables ont une vitesse limitée. Donc nous, par le biais de nos exercices, on dépasse ces vitesses. Donc la cohabitation entre les utilisateurs des pistes cyclables et d'autres usagers qui sont également donc, soit promeneurs, on va dire joggers, etc., cette cohabitation est très très compliquée. Et on va dire, par le biais de nos exercices, on fait prendre des risques aux personnes, mais également aux sportifs, qui pourraient avoir un accident ou on va dire avoir une collision avec les utilisateurs. Donc on ne vous verra jamais sur le long de la Sarre, par exemple, ou sur ce type de voie. On se fait souvent, on va dire, rabouer de la part des cyclistes, des automobilistes. Quand on longe les pistes cyclables, on nous fait la réflexion de klaxon. Oui, pourquoi tu n'utilises pas la piste cyclable ? Tu viens nous embêter sur la route. Désolé de les embêter, mais la route est à partager. Donc les cyclistes ont autant le droit d'y être que les automobilistes, que les motocyclistes. Je veux dire, c'est un espace de jeu qu'on doit partager. On ne roule pas les mêmes vitesses que les automobiles, oui, donc on ralentit légèrement le trafic. Oui. Mais voilà, c'est un espace qu'on doit partager avec eux dans la sécurité de tout le monde. On va en parler de cet aspect de sécurité et de partage de la chaussée, on va en parler tout de suite d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu périlleux parfois. Cyclistes confirmés ou simples passants, on est allé recueillir les avis des Sarregueminois sur la sécurité à vélo à Sarreguemines. Regardez. Alors vous pratiquez le vélo à Sarreguemines pour quel type de trajet ? Moi j'ai encore 17 ans, donc j'ai pas encore de permis, donc le vélo ça me sert pour pratiquement tous les trajets, quoi. Vu que j'habite pas loin de la ville, quoi, le vélo ça reste un super moyen quand même. Est-ce que vous vous sentez en sécurité sur les routes ? Des fois on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas vraiment en sécurité, mais c'est vraiment dans des cas rares, quand les gens commencent à être un petit peu... Quand on s'arrête à un feu rouge par exemple, qu'on démarre pas tout de suite, là ils vont s'énerver, mais sinon en règle générale ça fonctionne très bien. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici à Sarreguemines ? Je me sens en sécurité, mais par contre, je pense que les automobilistes ne respectent pas tellement les règles des fois. Est-ce que vous pensez que la ville est assez bien équipée en pistes cyclables ? Je pense que Sarreguemines a l'avantage d'être en bord de Sarre, donc avoir le chemin de halage. Après, ne le pratiquant pas, je ne sais pas si les installations en centre-ville sont vraiment adaptées, puisque malheureusement, je ne le pratique pas ici. Les pistes sont bien, on n'a pas de problème, mais le problème, c'est l'incivilité des gens qui sont en voiture, quoi. Les pistes cyclables, ils ont bien aménagé autour de Sarreguemines et même à Sarreguemines, quoi. Donc ouais, à ce niveau-là, on est vraiment bien à Sarreguemines, ouais. Quand je marche en ville, je vois parfois des personnes qui roulent en vélo et qui viennent vers moi alors qu'ils sont dans un sens interdit. Alors des choses comme ça, je me dis tiens, si toi tu roulais maintenant, qu'est-ce qui se passerait ? On pourrait se cogner ou je ne sais pas. Oui, le problème sur Sarreguemines, c'est sûrement le manque, l'absence de pistes cyclables. En ville, il n'y a rien. Le moyen le plus sûr de faire du vélo sur Sarreguemines, c'est effectivement le long de la Sarre. Mais en ville, c'est pas très sécurisant, je pense. Et encore, c'est pas une grande ville, comparé à Paris ou d'autres endroits où c'est bien plus dangereux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, vive le Tour de France. Merci à ce monsieur qui était d'ailleurs fort sympathique. Monsieur Meyer, je vous ai vu réagir parce que ce monsieur justement disait le manque de pistes cyclables selon lui est un problème. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Évidemment, on pourrait toujours faire mieux et faire plus, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Thierry Christ, j'aimerais vous faire réagir aussi sur un point. Donc c'est vrai que certains avis étaient assez tranchés sur le fait que les incivilités des automobilistes sont un frein à la pratique. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents, par exemple, ou des remarques d'automobilistes ? Oui, je veux dire, la cohabitation est compliquée. Je veux dire, il y a souvent, on va dire, des gens qui nous dépassent, qui klaxonnent parce qu'on les embête, c'est clair. Je veux dire, la vitesse, on va dire, d'un véhicule est plus élevée qu'un vélo, mais il faut que les automobilistes se rendent également compte que le cycliste n'est pas protégé. Donc, je veux dire, il n'y a pas de protection, il a un casque sur la tête. On voit trop souvent également beaucoup de cyclistes qui ne portent pas de casque. C'est un élément. C'est obligatoire ? Non, c'est que, on va dire, obligatoire pour les enfants jusqu'à un certain âge. D'accord. Mais au-delà, je veux dire, pour les adultes, c'est obligatoire. Ça devrait l'être. Je veux dire, voilà, ça protège comme la pratique de la moto. Ça devrait être pareil. C'est à chacun de se responsabiliser et de finalement se protéger. Oui. Aujourd'hui, on va dire ce qu'on rencontre chez nous dans le secteur, c'est souvent, on va dire, ce que j'ai évoqué avant. Donc, la réflexion pourquoi on n'utilise pas les pistes cyclables, voilà, c'est pas approprié.
Et bon, par rapport aux vitesses, je veux dire, la chaussée était assez large. Après, il y a également de la part des cyclistes des comportements qui ne sont pas acceptables non plus. Quand ils roulent en groupe, ils sont très très larges sur la chaussée, donc ils s'étalent. C'est mieux de rouler les uns derrière les autres. 2 de front sont tolérés. Quand il n'y a pas d'automobile, on va dire, qui est sur la même voie, donc quand un véhicule vient en face, c'est dangereux. Les cyclistes prennent des risques. Aujourd'hui, on le sait très bien, un choc entre un cycliste et un véhicule, le véhicule va être légèrement endommagé et le cycliste peut y laisser sa vie. On a eu un accident hier près, on va dire, de l'hôpital ou Continental. J'ai suivi ça dans ce secteur. Oui, c'est vrai que ça arrive régulièrement. Donc, Et donc par rapport à cet aspect, c'est vrai qu'on dit souvent les automobilistes, mais c'est vrai que les cyclistes parfois ne sont pas forcément au courant des règles du code de la route à appliquer. On a justement un commentaire qui a été donné sur Facebook suite à la publication de ce micro-trottoir de ZAM, Marcel, qui nous dit « Des vrais dangers, ces cyclistes. Entre les sens interdits et les feux rouges et j'en passe, ils devraient être contrôlés plus souvent. » Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? On est autant contrôlé, je veux dire, on a à respecter le même code de la route que les automobilistes. Je pense qu'il y a plus souvent des automobilistes qui grillent un feu rouge très vite, qui sont pressés à l'orange. On parlait avant vous parliez justement, on va dire, de former les cyclistes. Donc nous, on a la chance d'avoir à Sarreguemines les tickets sport. Donc on a plusieurs périodes sur l'année, donc on y participe l'été, on fait 2 ateliers. Donc on explique justement aux enfants le code de la route, la différence des panneaux. Donc quand on voit des panneaux bleus, on va dire avec un cycliste dessus, le carré c'est une information, le rond c'est on va dire une obligation. Donc on explique les différences entre les panneaux. On leur apprend aussi les rudiments au niveau du vélo, qu'est-ce qu'il y a à faire, les éléments de sécurité au niveau des freins. Ça doit être entretenu. Je veux dire aujourd'hui un automobiliste, quand il part avec sa voiture, il s'assure aussi que les 4 pneus sont gonflés. Les cyclistes sont d'ailleurs attentifs aussi, que les 2 pneus, quand ils sont gonflés correctement, il y a une bonne adhérence, une bonne pratique en sécurité. Il y a des règles à connaître. Voilà, avec les freins doivent être en état de fonctionnement. On voit trop souvent, on va dire, des parents nous ramener des enfants. Une, on va dire, des règles qu'on demande aux parents, c'est de ramener un vélo en état de fonctionnement, qu'ils aillent faire réviser. Trop souvent, on se rend compte que quand les parents nous ramènent le vélo, le vélo est malheureusement pas en état. Donc, c'est une situation que les enfants ont tous les jours, donc un vélo à utiliser qui n'est pas en sécurité. Donc, ils font prendre à leurs enfants des risques. Pareil par rapport au port du casque, ce que j'ai déjà évoqué avant, pour moi ça devrait être obligatoire. Obligatoire. Monsieur Meyer, il me semble que la casque aussi s'engage à apprendre aux plus jeunes la sécurité routière à vélo grâce à un challenge inter-école, si je ne me trompe pas. Ça fait un moment. Ça fait un moment, depuis 1977. Oui. Alors c'est aussi vous partagez l'avis de Monsieur Christ ? Absolument, entièrement. Tout à fait d'accord, j'adhère à tous ces propos. Il n'y a pas de souci. Le port du casque, la réglementation, les panneaux obligatoires et tout ça, oui, tout à fait. Alors il y a une chose qui peut être prise en compte aussi, qui peut être un frein à l'achat, c'est les vols de vélos qui ont malheureusement encore beaucoup trop lieu. On compte plus de 1000 vélos volés chaque jour en France, ça fait 1 par minute. Comment bien sécuriser son vélo ? Bruno Gézel, le gérant du magasin Eau de Roue à Sarralbe, nous donne quelques conseils. Regardez. On peut effectivement assurer son produit, sachant que ça représente 10% du montant d'un prix du vélo, donc chose qui reste relativement chère et qui ne couvre en aucun cas la réparation, uniquement le vol, avec une franchise relativement élevée. On peut aussi opter pour un antivol de différentes qualités qui se met très facilement autour du vélo et autour d'un poteau, donc chose qui permet déjà de première sécurité. Par contre, pour moi, la chose primaire, c'est le bon sens. Éviter effectivement de laisser le vélo au même endroit de 8h le matin à 19h, jour pour jour, chose qui sur le vélo y part. Alors, Monsieur Meyer, est-ce que vous êtes par exemple favorable à l'installation de stationnements sécurisés pour les vélos sur le territoire ? Est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus, peut-être, pour qu'il y ait plus de vélos ? Oui, quand on peut améliorer, il faut être pour, tout à fait. Mais réalisons d'abord déjà toutes les pistes et tout, et puis après on verra pour la sécurité. C'est tout un aménagement au final. Bien sûr, oui, d'accord. Qu'il faut entretenir. Alors en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de se balader le long de la Sarre pour le voir. La pratique du vélo a augmenté. Le combo confinement plus beau jour y est certainement pour quelque chose. Jean-Pierre Béac-Sétégui, est-ce que cette hausse de la pratique du vélo dont on parle n'est pas une hausse finalement un peu en trompe-l'œil ? Est-ce que la pratique du vélo pour les déplacements au quotidien, en ville, a vraiment augmenté ? Alors, les études montrent que de 2008 à 2018, sur les 10 dernières années,
il n'y a pas eu d'augmentation de la part du vélo. Le vélo a toujours occupé 2,7% des déplacements du quotidien. Par contre, ils ont beaucoup augmenté dans les villes et ils ont diminué dans les périurbains et milieux ruraux. Et maintenant, il y a une dynamique qui se crée en France, notamment donc avec le fameux plan vélo qui est sorti, et on en a entendu parler, entre autres. Il y a eu les assises de la mobilité, la loi d'orientation des mobilités qui favorise aussi la pratique du vélo sur certains aspects. Et aussi la volonté des citoyens, et ça a été un gros sujet pendant les élections municipales. Donc je pense on espère en tout cas que ça va décoller, quoi. Mais c'est assez surprenant de penser, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de vélo, mais finalement, voilà, ça avait stagné. Alors que la marche à pied a augmenté. Alors, dans les plutôt milieux urbains, la marche à pied a augmenté et l'utilisation de la voiture a baissé. Quelle est la part des déplacements à vélo? Est-ce que vous avez les chiffres au niveau national ou peut-être même régional par rapport aux déplacements en voiture? Alors, national, c'est 2,7% la part du vélo et 63 ou 64% la voiture. Le reste, après, c'est le transport en commun, la marche, voilà. Et alors au niveau régional, je ne les ai pas sur la région Grand Est, j'avais que des chiffres nationaux. Par contre, j'ai regardé quand même, puisque mon bureau est basé à Strasbourg, j'ai regardé un peu les chiffres de Strasbourg. Sur leur métropole de Strasbourg, donc c'est de l'ordre de, c'est 11%. Et justement, eux étaient passés en disant de 8 à 11%. Donc quand je disais que les villes, ça augmentait un peu plus, alors que par exemple, je prends un exemple, mais le département du Bas-Rhin, j'ai regardé aussi les chiffres, c'est resté stable à 4%. Donc globalement, en fait, à part les villes où il y a des points très particuliers, tout le reste du territoire, je pense globalement en France, c'est à peu près les mêmes chiffres. C'est plutôt pour le tourisme alors? Quand on dit augmentation de la pratique du vélo, c'est plutôt la pratique niveau loisir, c'est ça? Moi, je pense qu'il y a l'effet que dans les villes, il y a une grosse augmentation et on en parle beaucoup des villes. Simplement, il y a une forte population aussi dans les villes, donc je pense que c'est on va dire un biais peut-être dans l'aspect information qui concentre plus sur le fait que ça a augmenté à ce niveau-là. Après, je pense qu'au niveau touristique, évidemment, il y a aussi de l'augmentation, c'est certain. On le disait tout à l'heure, c'est sûr. Il suffit de regarder le long de la Sarre. Alors, l'explosion des ventes de deux roues peut s'expliquer par, on le disait, un besoin de retrouver peut-être de l'air libre, une certaine liberté, peut-être aussi une prise de conscience écologique dont on est un peu plus conscient aujourd'hui, mais aussi par les aides à l'achat. C'est vrai que depuis 2018, un plan national vélo a été lancé par l'État. L'objectif, c'était de tripler les déplacements à vélo d'ici 2024. Est-ce que ça vous paraît réaliste comme objectif? Je pose la question à tout le monde, mais... De tripler? Tripler. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est aux alentours de 3%. Oui, voilà. Le plan vélo vise de passer de 3% à 9% à l'échéance 2024. Mais c'est pour ça que le plan vélo, justement, la première des choses, c'est 450 millions d'euros, enfin 350, et il y a eu une rallonge là de 100 millions pour tout ce qui est mise en place de pistes cyclables et justement aussi lever les points durs. Tout à l'heure, vous parlez de points durs, d'endroits où on ne peut pas acheter les terrains et que peut-être il faut faire un contournement. C'est ça, en fait, il y a des aides qui existent là depuis 2 ans déjà pour améliorer ces difficultés, en fait. C'est clair. Voilà. C'est clair. Oui, bien sûr. Bon, là, il faut se donner les moyens. Mais il faut se donner les moyens, en effet. Et donc, tout à l'heure, on disait il faut animer. En fait, je pense que ça peut croître de façon exponentielle. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir cet élan. Mais voilà, au démarrage, il faut vraiment avoir un plan de déploiement des pistes et l'accompagnement qui va derrière, quoi. Monsieur Chris, vous vouliez réagir? Oui, on va dire juste un petit constat. Je veux dire, ce qui est quand même dommage, c'est qu'on accorde, on va dire, des aides maintenant à l'acquisition d'un vélo électrique et on n'accorde pas d'aide maintenant à l'acquisition d'un vélo traditionnel. On va en reparler. Voilà, le coût d'un vélo électrique est, on va dire, élevé, mais le prix d'un vélo autre peut être très élevé aussi. Combien ça coûte un bon vélo de ville? On va dire, en vélo de ville, vous allez à 400-500 €, vous allez trouver un bon vélo de ville. D'accord.
Donc un vélo électrique à 2 500 €. Je veux dire, les ménages moyens vous donnent peut-être aussi une petite aide pour acheter un vélo basique. Et ils peuvent pas acquérir. Ça reste un budget, effectivement. Oui. Alors justement, on va en parler de ce boom de l'achat de vélos et des différents types de vélos qui sont concernés. Alors dès le premier jour de déconfinement, les demandes se sont multipliées chez Bruno Gesel, le gérant du magasin aux 2 roues à Sarralbe, et on est allé directement le constater sur place. Regardez. Nous sommes à Sarralbe. Le Vélociste aux 2 roues a rouvert ses portes le 11 mai dernier après 2 mois de confinement. Une saison printanière arrêtée nette que le magasin a déjà rattrapée. Dès la réouverture, les clients se sont précipités dans les commerces pour commander leurs vélos. Un succès tel que les stocks n'ont pas permis de répondre à la demande. Aujourd'hui, le vélo connaît une véritable pénurie. Si vous commandez un 2 roues, vous ne serez pas livré avant janvier, février, voire même juin 2021, selon le modèle. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, nous avons des fabricants de cadres qui fabriquent pour toutes marques confondues. Ceci vient la plupart du temps de Taïwan. Les autres pièces peuvent venir des 4 coins du monde et malheureusement, on a eu des pénuries sur des pneumatiques, donc de la chambre à air, des pièces toutes simples, puisqu'on avait une telle demande qu'après 2 mois de confinement, il n'y avait plus de stock. Des pièces détachées manquantes, impossible donc pour les marques d'assembler leurs vélos. Lorsque le transporteur passe chez Bruno, il ne sait jamais combien de 2 roues contient le camion. Quand nous avons tourné ce reportage, il y en avait 4. Un succès qui s'explique par le choix restreint de loisirs et de divertissement. Après le déconfinement, on n'avait pas le droit d'aller au restaurant, il n'y avait pas de cinéma, donc on avait très peu de loisirs. Les gens pouvaient faire de la marche ou à défaut donc du vélo. Sachant qu'il y avait un gros coup de pub qui était en parallèle, très rapidement les clients sont venus nous voir pour acheter du vélo, quoi. Loisirs et activités sportives sont les principales motivations des clients. Pour une poignée d'entre eux, c'est un moyen de transport pour aller au travail, comme à Sarralbe où le pont de la Sarre était récemment en travaux et ne laissait passer que les piétons et les cyclistes. Le vélo électrique gagne en popularité mais reste plus cher qu'un vélo mécanique. Ce dernier est souvent privilégié. Le VTT prime avant le vélo de route puisque ça commence à être dangereux sur des routes nationales, départementales. On a des gens qui se sont fait peur, donc ils préfèrent aller dans les sous-bois et voir un peu la terre à la place du bitume. Bien qu'il y ait un engouement pour les 2 roues, la France est encore en retard sur ses voisins allemands et néerlandais, chez qui le vélo s'est largement démocratisé. Malgré la pénurie actuelle, Bruno reste confiant pour l'avenir du vélo. Ça fait 41 ans que je suis ici dans mon métier, de père en fils. J'ai encore quelques années à faire. Je pense encore pouvoir terminer aisément. Le magasin aux 2 roues compte 3 salariés. L'atelier d'entretien et de réparation est plus actif que jamais. Les clients font réparer leur vélo actuel en attendant les retours de stock. Bruno a d'ailleurs embauché une nouvelle recrue, un secteur qui, malgré la crise sanitaire, a su rebondir sans problème. Et c'est un secteur qui a certainement encore de beaux jours devant lui, on le remarque. Le vélo à assistance électrique est lui aussi très à la mode, bien que son prix soit beaucoup plus élevé, on le disait pendant le reportage. Francis Hoffman nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Francis. Bonjour. Alors vous êtes membre du conseil de développement de l'arrondissement Sarreguemines Beach. Vous êtes un passionné de vélo. Absolument. Absolument. Membre du conseil de développement, et vous êtes ici car vous avez proposé un projet assez ambitieux qui est de créer un circuit de randonnée pour VTT électrique. Expliquez-nous ce projet. Je vais vous expliquer un peu mon cheminement. Donc moi, à 24 ans, j'ai arrêté le football et j'ai commencé à faire du vélo de route, comme Thierry. Et puis le temps a passé, les années ont passé, et quand je suis arrivé à mes 50 ans, je commençais à en avoir un peu marre d'être sur les routes. Effectivement, il y avait des risques, les dangers, beaucoup de voitures. Et en fait, je me suis lassé de la route. Et je commençais aussi à fatiguer parce qu'on est quand même sur un secteur très vallonné. Et voilà qu'il y a 3 ans, je me suis payé un vélo électrique. On connaît les prix, on en a parlé tout à l'heure, un VTT électrique. Et là, finalement, j'ai redécouvert notre beau territoire avec une belle alternance de forêts, de prairies, de zones agricoles. Il y a aussi un territoire fantastique avec des étendues d'eau, des rivières. Il y a un territoire fantastique avec des choses à visiter. Il y en a un tas. Et puis nos villages sont coquets quand on les traverse. Donc on se dit, purée, on a un super territoire. Et si on le faisait connaître à d'autres personnes?
il y a des milliers de VTTistes alors moi je raisonne surtout en vélo électrique qui se rajoutent à la somme de ceux qui existent déjà chaque année. Et on se dit, et si notre beau territoire devenait un territoire où on va leur proposer qu'on devienne une destination de référence avec un tas de circuits qui seraient identifiés. Donc pas besoin de refaire des routes ou du macadam parce que les pistes, les chemins existent. Donc il suffit de créer des marquages, d'identifier quelques circuits pour que des gens puissent venir carrément passer une semaine de vélo chez nous, qui viennent de Marseille, de Bordeaux ou de Lyon, un peu comme on va faire le chemin de Compostelle. Il faudrait que demain les gens viennent chez nous faire du VTT. Alors ces parcours, évidemment, il faut les identifier, il faut les créer, il faut créer de l'hébergement. Donc tout ça, c'est à créer des nuitées, des endroits où on va recharger des vélos, parce que quelqu'un dans la forêt avec un vélo à assistance électrique peut aller jusqu'à 70 km par jour s'il recharge les batteries entre-temps. Donc, et là, on chemine sur le secteur de Sarralbe, Bitche, Sarreguemines, et franchement, c'est du pur bonheur. Il y a aussi le club vosgien qui a aussi des sentiers d'excellence et qui sont balisés. Est-ce qu'on peut les utiliser, ces chemins ? On commence à Sourtes, par exemple, le club vosgien a déjà décrété que deux de ces sentiers seraient ouverts toute l'année aux VTTistes. Donc il y a déjà une cohabitation entre des VTTistes et des marcheurs. Et ça se passe très bien. Quand on se rencontre dans la forêt, c'est toujours un moment de convivialité. Donc des opportunités, finalement, il y en a plein. Il suffit de les saisir et d'aménager, finalement. Alors là, je voulais surtout dire à Gaston, les pistes cyclables, c'est important. Mais quand on sort des pistes cyclables, parce qu'on se lasse quand même à rouler le long du canal pendant 10, 20, 30 km, et sortir de ces pistes et découvrir notre territoire autrement, ça c'est un pur bonheur. Je partage. Voilà. Donc si les élus, les aménageurs du territoire s'y mettent, on aura d'ici 2-3 ans, peut-être, on sera une destination de VTT ou VTC électrique. C'est du cyclotourisme. Ça pourrait fonctionner. Et ça permet à plus de personnes de participer aussi. Et aussi, quand on atteint l'âge, un certain âge, il y a de plus en plus de gens qui se remettent au vélo à partir de 50 ans, hommes, femmes, et ça, c'est fantastique. Et effectivement, quand on cause avec des gens qui font du vélo électrique et qui n'en ont jamais fait, mais c'est un bonheur pour eux. Parce que finalement, ça touche un plus grand nombre de personnes, c'est ça ? On n'a pas besoin d'être un grand sportif pour faire du vélo électrique. Justement, et ils peuvent profiter de la découverte de la nature qu'ils ne voyaient plus. Effectivement, ça, je suis entièrement d'accord. Il faut discuter avec ces gens-là. Je partage. Là. C'est un très beau projet, en tout cas, Francis, que vous avez. C'est bien, merci. C'est le Conseil de développement qui le porte. Donc ce projet, il est en cours. Il est en cours, il chemine lentement, il progresse un peu lentement. Et le Covid l'a aussi un peu freiné, mais on va se remettre en selle. Oui, c'est une bonne initiative. Puisqu'on parle d'électrique, c'est l'occasion de parler d'environnement, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais le vélo, c'est finalement le meilleur moyen d'éviter de polluer nos villes quand on se déplace. Jean-Pierre Béac-Sétégui, c'est un peu triste de dire ça, mais est-ce qu'avec la crise du Covid-19, on a cette prise de conscience plus que jamais aujourd'hui en France ? En effet, déjà pendant le confinement, il y a bien des mesures qui ont été faites et qui ont montré la baisse de pollution pendant le confinement, du fait justement qu'il y avait moins de transport. Donc là, évidemment, maintenant, on revient. Alors, je rebondis sur le vélo assistance électrique. En effet, lui... Avec le vélo assistance électrique, des enquêtes ont montré que 70% des gens qui utilisent au quotidien, en fait, abandonnent la voiture. Pas nécessairement qu'ils la revendent, mais leur voiture, mais en tout cas, ils ne l'utilisent pas. Et ça a amené plus de gens, en fait, au vélo que le vélo classique, même si le vélo classique aussi. Mais clairement, il y a un basculement et les gens qui utilisent le vélo assistance électrique pour le quotidien ont vraiment... ont eu un changement, on va dire un changement de comportement en se disant finalement ça me convient et j'utilise moins la voiture. Pour des courts trajets, par exemple. Cependant, évidemment, c'est les courts trajets. Par contre, le vélo assistance électrique permet aussi
au quotidien de faire des déplacements. En moyenne, c'est 7 km pour le domicile de travail, alors qu'avec le vélo classique, c'est plus de l'ordre de 3,5 km. Donc forcément, de fait, on gagne plus de gens puisqu'on peut parcourir une distance un peu plus grande. Un peu plus grande. Est-ce que le problème, ce ne serait pas trop souvent qu'on considère le vélo comme un sport plus qu'un moyen de transport ? Parce que les gens n'ont pas forcément envie d'arriver en sueur au boulot, ils ont envie d'arriver propre sur eux, et ils se disent finalement non, il faut voir ça. En Hollande, ils n'ont pas ce problème. Les gens vont au travail à vélo, qu'il pleuve, qu'il vente, ils le font. C'est dans leur culture. Il faut simplement qu'on s'y mette. Et sans doute que les lieux de travail doivent aussi s'adapter, peut-être avoir une douche là où il le faut. Exactement. Voilà, avoir un lieu aussi où on peut garer son vélo sans qu'il soit sous la pluie toute la journée, et ainsi de suite. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Un exemple dans une entreprise où justement l'entreprise avait décidé de faire une sensibilisation au vélo, donc ils avaient pris un vélo à assistance électrique et ils permettaient aux salariés de l'utiliser. Et donc en fait une personne, elle l'a utilisé, puis elle s'est dit en fait la seule raison pour laquelle j'ai en voiture, c'est que j'ai une butte à monter. Et elle dit avec le vélo à assistance électrique, c'était facile. Et donc il s'est acheté un vélo et après il a abandonné sa voiture. Pour rentrer, ça descend. Et pour rentrer, ça descend. Exactement. Mais il n'arrive pas en transpirant. Est-ce qu'on peut se rendre compte, peut-être avec certains chiffres, de combien on pourrait réduire la pollution, les émissions de gaz à effet de serre en ville, ne serait-ce que si un quart de la population utilisait un vélo, quoi. Alors, c'est possible de l'évaluer. Alors, il y a eu une étude, entre autres de Atmo Grand Est, mais ils avaient fait une étude en fait sur le télétravail. Donc, alors on peut imaginer que les gens n'allant pas travailler, c'est comme s'ils utilisaient un vélo, même si le télétravail, les gens qui ne viennent pas au travail viennent de distances plus longues. Mais justement, alors si un quart des travailleurs n'utilisaient pas télétravailler, ou en tout cas, et donc on peut le reporter sur le vélo, c'est de l'ordre de 2%, mais de l'ensemble des gaz à effet de serre qui serait réduit sur c'est Atmo Grand Est, donc c'est sur région Grand Est. Donc, mais là, on peut dire que c'est un maximum, parce que là, c'est plus une étude qui était faite sur le télétravail, donc sur le vélo. Il faut faire attention aussi, si les gens se mettent beaucoup au vélo, c'est quand même pour des petites distances. Les gens qui auront toujours des grandes distances, eux, il faut qu'ils prennent le train ou des transports en commun pour réduire l'impact au niveau gaz à effet de serre. Il y a quand même globalement plus d'avantages que d'inconvénients, c'est ce qu'on peut en retirer. Alors les avantages, ils sont... Pardon. Oui, non, mais l'autre avantage, c'est que qu'on fait du sport quotidien, simplement, et on s'entretient la santé. C'est justement là que je voulais en venir. C'est vraiment bon pour la santé. D'ailleurs, j'en profite, on a un commentaire d'une internaute qui vient de nous dire « Est-ce que le vélo est bon pour le dos ?» Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on y réponde en reportage, puisqu'on a interviewé le docteur Karim Aourag à Sarralbe. Il nous explique tout ce qui se passe dans notre corps quand on fait du vélo. On est plus dans la prévention, notamment des maladies cardiovasculaires par exemple, et puis plein d'autres maladies, donc des maladies chroniques en général, dont le cancer bien évidemment. Le vélo va être essentiellement destiné aux gens par exemple qui désirent commencer une activité physique et qui ont par exemple des soucis de santé type articulation, je pense notamment à la lombalgie, en pratiquant une activité qui va être moins délétère pour le dos par exemple. J'ai quelques jeunes que je suis qui font du vélo déjà à très haut niveau. Ils ont surtout des soucis de tendinopathie, notamment je pense à des tendinopathies du genou, des choses comme ça bien évidemment. C'est surtout la pathologie qui revient. Avec la recrudescence des vélos avec assistance électrique, c'est vrai que ça va permettre à des gens qui ne pouvaient pas faire de sport, en tout cas pas de vélo, de pouvoir faire cette activité-là peut-être plus facilement, évidemment. Mais je dis toujours, il faut absolument voir son médecin traitant, il faut absolument lui demander un certificat pour savoir si on est apte ou pas, et c'est lui qui décidera si la personne est capable de faire du vélo ou pas. Voilà. Alors on l'a vu, le vélo est donc bon pour la santé, ça c'était sans surprise, mais c'est vrai que ça fait pas mal réagir sur le plateau pendant le visionnage. Alors Francis, vous me disiez, moi j'ai mal au dos. Moi j'ai mal au dos depuis des années, et franchement quand je fais du vélo, moi je ne veux pas dire que ça me guérit, mais je me sens mieux après, j'ai moins mal au dos. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on travaille de façon symétrique, peut-être que ça renforce le dos, ça renforce globalement
on est dans un meilleur état de santé. Mais il ne faut pas en faire n'importe comment non plus. Oui, on va dire un vélo demande énormément de réglages. Je veux dire, il y a des réglages au niveau des pieds. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs ont des pédales automatiques. On va dire l'installation d'une pédale automatique, ça ne s'improvise pas. Donc, il y a des tutos qu'on peut retrouver sur Internet, comment les installer. Faire appel aussi aux professionnels. Il y a assez de marchands de cycles dans les environs pour se laisser recommander. Après également, donc, au niveau de la hauteur de selle, au niveau de la position, au niveau de la potence. Donc ça, pareil, au niveau des ateliers, quand on fait les tickets sport avec les enfants, on se rend très souvent compte que les enfants ont des vélos où les selles sont beaucoup trop basses. Mais c'est souvent lié au fait que les enfants veulent très vite retrouver, on va dire, les pieds au sol quand ils arrêtent de pédaler. Mais on leur explique après, au fur et à mesure des jours, on leur a remonté la selle, qui sont autant en sécurité, parce qu'ils ont une position de confort sur le vélo. C'est vrai que quand on voit les cyclistes, par exemple, sur le Tour de France, ils sont très très penchés, ils sont presque à l'horizontale sur le vélo. C'est ça qui c'est une position d'aérodynamisme après qu'ils recherchent pour limiter, bon pour les efforts. C'est pas maintenant forcément, on va dire, je veux dire, quand on voit un contre-la-montre, je veux dire, c'est un exercice de torture. On l'a bien vu, donc la dernière étape, je veux dire, c'est un effort difficile qui demande une position inconfortable. On ne cherche pas du tout le confort, mais on recherche la performance. D'accord. Le sport, parfois, ça peut faire un peu souffrir. Hein. C'est le principe aussi. Hein. Est-ce que, question bête, mais le cyclisme, est-ce que c'est pas un sport masculin ? Parce que je ne vois pas beaucoup de femmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai ? Et d'ailleurs, moi, je constate de plus en plus de femmes ou de filles qui font du vélo, et ça me fait plaisir. Moi, je trouve que c'est un sport de femmes aussi. Les femmes devraient s'y mettre beaucoup plus. Sur le Tour de France, il n'y a pas de femmes ? Mais il y avait par le passé le Tour de France. Aujourd'hui, il n'y a plus que ce qu'ils appellent l'étape by Tour. Mais par le passé, il y avait un Tour de France féminin. Il y avait également un Tour de la communauté européenne féminin. Donc il y a des épreuves. Là, on a eu le Grand Prix de la Casque, on avait l'épreuve Master femmes. Femmes, et on a regretté qu'il n'y avait pas plus de participantes. Alors, on l'a dit, donc le vélo, c'est très bon pour la santé. Quand on le pratique souvent, ça devient même addictif. Nous avons tiré le portrait d'un homme, un passionné, que vous connaissez, je pense bien, c'est René Torneau. Bénévole du Sprinter Club Sarreguemines. Il est membre du Sprinter Club, il a 62 ans et il parcourt 3 à 4 fois par semaine des distances allant de 80 à 120 km/h. Il est la preuve vivante que le sport, c'est la santé. Mon père faisait des compétitions. Dès que je pouvais pédaler, il m'a mis sur un tricycle et je tournais en rond à la maison, entre le salon et la salle à manger, et autour des tables, en tricycle. J'ai sillonné les routes du village. J'ai commencé à 6 ans déjà, j'étais sur les routes. C'était le seul moyen qu'on avait à l'époque pour découvrir la région, pour aller un peu plus loin que la maison. Et ça a permis de s'évader en vélo, quoi. À partir de 12 ans, déjà, j'allais direction Donon, Dabo, toutes les routes par là. La compétition, j'ai démarré tout de suite à 14 ans en étant minime. Catégorie cadet, junior 1, junior 2 et après senior, voilà. Toujours au niveau régional, hein, c'était pas un haut niveau. Hein. Aujourd'hui, je roule encore beaucoup en vélo, oui, bien sûr. Avec le cyclo-club de Sarreguemines, entre copains, quoi. Je fais à peu près 10 000 km par an. Hein. Je suis dans le comité et je m'occupe de créer les parcours. Tous les dimanches, il y a des parcours officiels. C'est des parcours qui sont principalement dédiés à découvrir les belles routes tranquilles et les pistes cyclables sur la région. Ça permet de découvrir toute la France. C'est souvent après que je décide des lieux où je vais aller en vacances. Dès mon plus jeune âge, j'ai gardé tous les magazines de cycle et régulièrement je les feuillette pour trouver encore comment c'était à l'époque par rapport à aujourd'hui. Le vélo, c'est quelque chose de formidable. Déjà, on est en contact avec la nature, donc quand les saisons elles changent, chaque fois c'est différent, pratiquement à chaque sortie la végétation est différente, la nature est plus belle et c'est un bienfait parce que quand je rentre je me sens tout soulagé et je me sens bien dans ma peau. Oui. Dès que pendant une semaine je ne fais pas de vélo, je ne suis pas bien mentalement et physiquement et ça me manque, c'est comme une drogue, il faut y aller et après c'est nouveau bon. Un jour on est parti par temps de canicule aller faire le Dabo, c'était une sortie de 160 km. Et au retour, j'ai coincé. Et quand on est arrivé sur Hörmingen, je me suis couché dans le fossé. Et j'ai mon ami qui était avec moi, qui a récupéré la voiture pour venir me récupérer. Et voilà, c'était la seule fois où je n'ai pas réussi à rentrer en vélo.
exemple en tout cas que nous donne René Tornoff dans ce reportage. J'espère que ça éveillera certainement les consciences et que d'autres auront envie de se mettre à cette pratique. On va conclure cette émission malheureusement déjà sur cette note. On pourrait résumer en disant que le vélo, c'est rigolo, c'est écolo, mais il y a encore un gros travail à faire pour que chacun y trouve son compte. Une chose est sûre, la pratique du vélo est plus populaire que jamais, que ce soit dans ses dimensions urbaines, touristiques, sportives ou de loisirs. Le bon vieux vélo du grand-père est devenu un outil tendance et presque un outil d'avenir. Nos parents imaginaient le transport du futur en mode science-fiction, et si finalement la réponse était sous nos yeux depuis 2 siècles, lui qui est là depuis tout ce temps, au regard des circonstances climatiques, en tout cas, c'est plutôt un bon parti, et pour l'instant c'est une affaire qui roule. Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous. Merci Annick, merci Thierry, merci Jean-Pierre et merci Gaston d'avoir été nos invités. C'est la fin de Polygone, merci à tous de nous avoir suivis. Mercredi prochain, vous avez rendez-vous avec Thibaut Desmerlet pour une émission spéciale sur les voitures électriques. Si ce sujet vous branche, vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour nous poser vos questions et donner votre avis. Merci de nous avoir regardés. Très belle soirée à tous.